Studio Minuit présente les 5 premières minutes. Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Le Grand Maulne est un roman d'Alain Fournier publié en 1913. Le narrateur, François Sorel, raconte l'histoire d'Augustin Maulne, son ancien camarade de classe qui est devenu son ami. François, 15 ans, et Augustin, 17 ans, sont tous les deux élèves dans un petit village du Berry. Lors d'une escapade, Augustin Maulne arrive par hasard dans un domaine mystérieux où se déroule une fête étrange, poétique et pleine d'enfants. Le château est bruissant de jeux, de danses et de mascarades, et plein d'enfants qui semblent y faire la loi. Maulne apprend que cette fête est donnée à l'occasion des noces de Franz de Gallet. Parmi les festivités, des promenades en barque sur un lac sont offertes aux convives. Maulne y rencontre une jeune fille, Yvonne de Gallet, la sœur de Franz. Il tombe instantanément amoureux d'elle. Première partie. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans, et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitons les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais Monsieur Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge, avec 5 portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préau et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille qui menait vers la gare, à 3 kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partir et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert nos aventures. Le hasard des changements, une décision d'inspecteur ou de préfet nous avait conduits là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysan qui précédait notre ménage nous avait déposé, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie. Ma mère, que nous appelions Milly, et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de pièces poussiéreuses. Et tout de suite, elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque déplacement, que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite. Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement, avec son mouchoir, ma figure d'enfant noircie par le voyage. Puis elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu'il allait falloir condamner pour rendre le logement habitable. Quant à moi, coiffé d'un grand chapeau de paille à ruban, j'étais resté là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. C'est ainsi, du moins, que j'imagine aujourd'hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà, ce sont d'autres attentes que je me rappelle. Déjà, les 2 mains appuyées au barreau du portail, je me vois épiant avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grande-rue. Et si j'essayais d'imaginer la première nuit que j'ai dû passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d'autres nuits que je me rappelle. Je ne suis plus seul dans cette chambre. Une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible, l'école, le champ du père Martin, avec ses 3 noyers, le jardin dès 4 heures, envahi chaque jour par des femmes en visite, est à jamais dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos. Nous étions pourtant depuis 10 ans dans ce pays lorsque Maulne arriva. J'avais 15 ans. C'était un froid dimanche de novembre, le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver. Toute la journée,
Mie avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe. Et jusqu'au sermon, assis dans le chœur et avec les autres enfants, j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir entrer avec son chapeau neuf. Après-midi, je dus partir seul à Vêpres. D'ailleurs, me dit-elle, pour me consoler, en brossant de sa main mon costume d'enfant, même s'il était arrivé, ce chapeau, il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire. Souvent, nos dimanches d'hiver se passaient ainsi. Dès le matin, mon père s'en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque. Et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait d'humbles toilettes. Elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amies, aussi pauvre qu'elle, mais aussi fière, vint la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais, en lisant dans la froide salle à manger qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comme ça lui allait. Ce dimanche-là, quelque animation devant l'église me retint dehors après Vêpres. Un baptême, sous le porche, avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers, et les faisceaux formés, transis et battant la semelle, ils égoutaient Bouchardon, le brigadier, s'embrouiller dans la théorie. Le carillon du baptême s'arrêta soudain, comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d'endroit. Bouchardon et ses hommes, l'arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trot, et je les vis disparaître au premier tournant, suivis de 4 gamins silencieux, écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n'osais pas les suivre. Dans le bourg, il n'y eut plus alors de vivant que le café Daniel, où j'entendais sourdement monter puis s'apaiser les discussions des buveurs. Et frôlant le mur, bas de la grande cour qui isolait notre maison du village, j'arrivai un peu anxieux de mon retard à la petite grille. Elle était entr'ouverte, et je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose d'insolite. Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ? N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.